Hello tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'intro.
Ouais, donc vous avez identifié le jeu duquel j'ai pris le footage. C'était bel et bien Witcher 3. Ah, la musique, elle, c'est un enregistrement de l'opéra La vie parisienne de Jacques Offenbach, premier acte, par l'Atelier d'opéra et l'orchestre de l'Université de Montréal. Donc, ça a été enregistré en fin février, j'ai envie de dire, ou mi-février. Bref, juste avant que le lockdown arrive, j'étais allé voir ça. En fait, c'est la dernière chose que je suis allé voir en live depuis le lockdown. Il n'y a bien sûr pas eu beaucoup de concerts, disons, depuis la pandémie. Puis c'est ça, je suis allé voir ça. C'était particulièrement bon. Tout le monde était très excité dans l'école pendant comme un mois avant les représentations. Fait que je me suis dit, je vais prendre la vie parisienne de Jacques Offenbach comme ode à ce temps où on pouvait sortir et faire des parties de plus que 10 personnes. Alors, c'est ça. J'espère que ça a été apprécié. OK. Sur ce, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va faire le chapitre 6. Donc, j'imagine que vous avez lu vos notes, vous avez fait ce que vous aviez à faire. On va faire le chapitre 6 en 3 parties. Donc, si vous avez vu le calendrier, vous voyez que ça s'étale sur 3 cours. Le premier cours, aujourd'hui, on va le faire presque exclusivement sur les listes et plus spécifiquement sur la compréhension de liste. Donc, on se rappelle que la dernière fois, j'avais introduit la compréhension de liste. C'est le truc où on génère une liste directement à l'intérieur des crochets. On va aller peut-être un petit peu plus loin avec ça. On va faire plus d'algorithmes qui travaillent avec les listes et qui génèrent des listes. Puis ça risque d'être pas mal ça pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas un projet comme on avait la dernière fois. J'ai fait juste des exercices en vrac. Probablement qu'à la fin du chapitre 6, une fois qu'on va avoir vu les listes, les ensembles, les dictionnaires, puis on va avoir tout mis ça ensemble, on va pouvoir se faire quelque chose d'un peu plus long. Mais pour l'instant, juste pour tester les notions, on va faire des exercices en vrac. Donc commençons ça. Premier exercice, maximum d'une liste de listes. Donc ici, imaginons que j'ai une liste dont chacun des éléments est une liste de nombres. Et je veux obtenir une liste qui représente le maximum de chacune de ces petites listes-là. Donc, si je regarde ici, j'ai ma liste de nombres ici, ma liste de listes de nombres. Moi, ce que je veux ici, c'est retourner une liste qui va contenir tous les maximums. Il y aurait deux façons de le faire. Hein? On a vu, il y aurait moyen de le faire avec une book for, assez évidemment une book for, puis même probablement une deuxième book for, mais dans ce cas-ci, je vous permets d'utiliser certaines fonctions. Tu sais, je ne l'ai pas écrit dans l'énoncé, mais quand je ne vous le dis pas, vous pouvez utiliser à peu près tout ce que vous voulez. Donc, ici, pour retrouver le maximum, vous n'êtes pas obligé de trouver vous-même le maximum. Là. Vous pouvez utiliser la fonction max qui est built-in. Est-ce que les instructions sont buggées? Oui, ok, ça se pourrait qu'il y ait... Ah ouais, excusez-moi, il y a un petit bug. Il y a un petit bug. Ouais, vous avez raison. J'ai mal updaté la chose. Je peux aller faire ça tout de suite. Ce que je vais faire, je vais updater mon README. En fait, d'après moi, c'est juste le README qui est buggé. Là. Pendant que je fais ça, dites-moi s'il y a d'autres choses. Parce que j'ai peut-être fait ça un peu trop vite, là, préparer les exercices. J'y m'en excuse. Je vais mettre les bonnes réponses dedans. Donc ici, la bonne réponse était bel et bien 3, 6, 12 et 9. Ah oui, ici. J'avais écrit ça en anglais d'abord, puis j'ai oublié de l'enlever. Pardonnez-moi. Ouais, prenez ouais, le repo. Ouais, ben c'est ce que c'est, là. Ben anyway, vous pouvez toujours suivre avec moi, là. C'est pas la fin du monde. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres bugs? Je penserais pas.
Le 2, il a l'air bon. Ouais, le 2, il est bon. Crypte d'Eratosthène, il est bon aussi. Et la troisième, elle a l'air bonne aussi. Ok, c'est bon. C'était juste le numéro 1 qui était un peu buggé parce que je l'ai mal updaté. Ok, on va partir. Date student repose. Ok, maintenant je vais aller voir dans vos repos si ça s'est updaté. Sinon je vais le partir ici à la main. Ah, c'est pas updaté. Bon. OK, fait que dans quelques minutes, ça devrait être fait. Mais bref, on est capable de suivre quand même avec moi. OK, donc, si je veux obtenir le maximum d'une liste, mettons que j'ai juste une liste. Fait que mettons que numbers est une liste de nombres. En fait, mettons, on va prendre le premier élément de numbers. Donc, étant donné que numbers est une liste de nombres, chaque élément de numbers est une liste de nombres. Donc, numbers 0 comme ça me donne la première liste de nombres. Donc, celle qu'il y a ici. Donc, ça me donnerait, mettons, la liste 1, 2, 3. Si je veux obtenir le max de ça, ben, une petite recherche sur Google rapide va vous dire que vous pouvez juste faire max la liste. Ça me donne le maximum d'une liste. Fait que mettons que je veux mettre ça dans une liste. Tu sais, je veux faire ça, mais pour chacune des listes, ben, je pourrais faire for lm and numbers. Donc, j'itère à travers numbers. Puis, mettons, je me ferai une liste de résultats. Ici, result.append max de même, et je retourne result. Donc, ça serait la façon bête, là, un peu, la façon classique de le faire. Ici, bien sûr, au lieu d'être number 0, là, ça serait lm. Parce que lm dans numbers est une liste. Donc, on fait le max de chacune de ces listes-là. Donc, une fois que j'ai ça, c'est bon, j'ai mon résultat. Mettons que j'essaie de voir qu'est-ce que ça fait. Ça me donne 3, 6, 12, 9. Or, est-ce que c'est ça que ça devrait me donner? Le plus gros, c'est 3, le plus gros, c'est 6, le plus gros, c'est 12, et le plus gros, ici, c'est 9. Donc, 3, 6, 12, 9. Ça, c'est bon. Mais il y a moyen de la faire en une seule ligne. Donc, en utilisant la compréhension de liste qu'on a vue la dernière fois. Qu'on se rappelle, la compréhension de liste, c'est... Puis en fait, ça marche pour les autres ensembles de données, là, les sets, les ensembles, puis les dictionnaires. Mais là, on s'en tient aux listes pour aujourd'hui. Au prochain cours, jeudi, on va travailler avec les ensembles et les dictionnaires. Donc ici, d'ailleurs, je vais aller regarder pendant que je suis là. Est-ce que ça finit, ça, ici? Non, c'est toujours pas fini. OK. Donc ici, si je veux avoir chaque élément dans ma liste, c'est ça. Donc, je prends ce que j'ai mis dans mon append. Ça va être l'expression qui représente les éléments. Ensuite, je prends la book 4 que j'ai faite ici. Puis ça va être ma book 4. Puis là, ici, ben, j'ai plus besoin de tout ça. Donc ça, c'était pas mal rien que ça pour ce numéro-là. Il était super facile. Vous étiez capable de le faire par vous-même sans problème.
Ça, ce serait genre une question de quiz, là. C'était juste pour se réchauffer. OK. Donc, deuxième exercice. Concaténation de nombres. Donc, imaginons que j'ai une liste de nombres, ici, des nombres différents de 0, là, des nombres naturels, donc positifs et différents de 0, là, pour ne pas compliquer les choses. Et ici, ce que je veux faire, c'est, comme ça, les concaténer ensemble. Donc, j'ai mes nombres qui sont dans des listes, puis je les concatène ensemble sous forme de nombres, donc pas sous forme de string. Donc, ce que la fonction retourne est bel et bien un nombre. C'est pour ça que dans le squelette, ici, j'ai mis un return 0. Je m'attends à ce que ça retourne un nombre. Celui-là, encore là, il est facile parce que ça réutilise des affaires qu'on a vues la dernière fois. Là, vous n'êtes pas obligé de tout faire ça en arithmétique. Vous pouvez faire des conversions de string ou entier. Fait que si vous voulez concaténer vos nombres, puis vous vous dites, ah, c'est probablement facile de les convertir en string, puis ensuite de concaténer les strings, vous n'avez pas tort, et je vous permets de le faire. En réutilisant un concept qu'on a fait la dernière fois, là, quand on faisait un join, quand on a une liste de strings, puis on fait un join, ça nous permet de les mettre ensemble. Donc, vous vous rappelez de cette belle chose-là. Ici, là. Donc, vous avez une string qui va être un caractère de jonction, point join et une liste de strings, puis ça les met ensemble. C'est comme ça qu'on fait l'exercice si on veut le faire en une seule ligne. Donc, ici, je vous dis, le numéro 2, essayez de le faire en une seule expression, juste un return, pas rien d'écrit dans un for, ou vraiment juste en une expression. Fait que je vous laisse un peu de temps pour faire ça. Je suis sûr que vous allez trouver la solution quand même assez rapidement. Malheureusement, j'ai pas de musique d'attente qui est prête. Je voulais utiliser la musique de quelqu'un que je connais. Là. Je pense que son récital de maîtrise est intéressant, mais j'ai pas réussi à entrer en contact avec lui récemment. Je pense qu'il n'est plus à l'université. Puis je vais aller fermer ma fenêtre, en fait, pendant que je suis là, parce qu'il y a clairement du bruit dehors. Sure, vous pouvez poser une question sur le projet, pas de problème. En passant, le cours aujourd'hui va pas être long. Là. J'ai pas préparé genre 10 exercices parce qu'à un moment donné, vous allez comprendre le principe, puis vous pouvez en trouver d'autres sur Internet, là, mais le cours va pas être super long aujourd'hui. Je connais pas par cœur là, les ranges de valeurs. Faudrait que. Avoir un delta. Delta, il est en.
Ouais, ça, delta, il est supposé d'être en millimètres, ce que vous sortez. Or, 2000 millimètres, ça ferait une déformation de 2 mètres, de 20 mètres plutôt. Ouais, non, 2 mètres, 2 mètres. Puis le problème, c'est que il me semble qu'avec les données qu'on vous donne, ça n'a pas vraiment de sens, une déformation de 2 mètres, mais faites attention aux unités. Parce qu'on vous donne on vous donne des trucs dans dans le système conventionnel qui est d'utiliser les millimètres. En ingénierie, généralement, on va donner des mesures en millimètres. Même si c'est des mesures de genre pièces puis de murs, on va les donner en millimètres. Mais vos calculs, vous êtes mieux de les faire en système international avec les équations, les unités de base. Donc, des kilogrammes, des mètres, des secondes. Puis c'est probablement ça le problème. Probablement qu'à un moment donné, tu assumes que les équations sont en millimètres, mais en réalité sont en mètres. Fait que tu as plugué des millimètres dans des mètres. D'après moi, c'est une erreur d'unité. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu ce problème-là. Fun fact, quand j'étais au cégep, il fallait faire un projet dans mon cours d'astrophysique, mon cours d'introduction à l'astrophysique. Fallait juste faire la preuve mathématique, là, le processus mathématique pour arriver à la masse maximale d'une naine blanche avant qu'elle tourne en étoile à neutrons, là, un truc comme ça. Puis on a réussi à tout faire ça, alors vraiment, vraiment vite, mon partenaire et moi. On a comme réussi à régler le 80% du projet en l'espace de 2 semaines. Puis ensuite, on est resté complètement buggé sur nos calculs qui avaient des résultats qui n'avaient pas de sens pendant genre 2 semaines, puis on a juste abandonné. Puis à un moment donné, je reçois un courriel de mon partenaire qui commence juste avec un beau gros paquet de sacre là, au début de son courriel, parce que c'est comme ça qu'il parlait. Pour finalement dire, le problème, c'est qu'on avait des équations qui étaient chimiques, puis des équations qui étaient physiques. Ou plutôt, on avait des équations physiques, mais on utilisait des constantes qui viennent de la chimie. Or, les physiciens et les chimistes n'utilisent pas les mêmes unités. Typiquement, en physique, on va utiliser les kilogrammes, tandis qu'en chimie, on utilise les grammes. Puis ça fait que juste ça a tout brisé nos calculs. Puis ça nous a buggé pendant 2 semaines jusqu'à temps qu'on s'en rende compte. Donc, faites attention à vos unités. Il y a eu des problèmes d'écrasement de fusée aussi avec les conversions d'unités. Hein. Ah, je sais, les unités je sais, les mots de chimistes, là. Ils ne peuvent pas utiliser des unités qui ont de l'allure. Anyway, OK, bon. Sur cette parenthèse très peu pertinente, on va faire l'exercice. Donc, moi, ce que je veux, c'est pour chacun de ces nombres-là, donc dans cet ordre-là, je veux le prendre, concaténer le suivant, concaténer le suivant. Fait que pour les concaténer, plutôt que d'y aller arithmétiquement en mettant le bon nombre de zéros, tout ça, on va y aller avec des strings. Ça va être plus simple. Fait qu'on va commencer par pas le faire sur une seule ligne. On va commencer par le faire à la façon classique. Donc, fait que ici, je vais me trouver mon résultat. Mon résultat, je vais en faire une string, puis ensuite, je vais la convertir en entier. Donc, pour chaque élément dans Numbers, result plus égal lm converti en string. Puis ensuite, return result. Mais là, le problème, c'est que return result est une string. Moi, ce que j'ai dit, je veux que vous retourniez un entier. Ben, j'ai juste besoin de, comment ça, ici, le convertir en entier. Fait que mettons que j'avais un 1, 2, 2, 3, hein, c'est ça, là, 111, 222, 333. Ça me donne bel et bien 111, 222, 333, 69, 420. Ça, c'est bon. Mettons que je veux faire ça sur une seule ligne. Bon, mon int ici, il va rester là. Puis là, result, au lieu d'être cette string-là, ça va être une liste. Ça, on va s'imaginer qu'on va générer une liste à la place. Fait qu'au lieu, ici, je vais le laisser dans result. Result, au lieu d'être une string comme ça, on va s'imaginer que c'est une liste. Puis au lieu d'être une string à laquelle on concatène chacun des nombres, on va faire un append dans la liste. Fait que là, on va avoir une liste des conversions de chaque nombre en string. Fait qu'ici,
Mettons que je fais ça. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne tout simplement une liste. Tu sais, ma liste, c'était ces trois affaires-là, mais en nombre. Là, maintenant, j'ai une liste de ces trois affaires-là, mais en string. Puis là, ce que je peux faire, c'est prendre cette liste-là puis les joindre. Joindre tous les éléments. Or, je veux les joindre, mais je ne veux rien mettre entre chacun des éléments de ma liste. Donc, je vais faire un join avec une string vide. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai bel et bien ma string. Mais là, ici, c'est encore une string. Ça, ce que ça me donne, c'est une string. Je veux convertir ça en int. Donc, je prends tout ça, puis je le convertis en int. Ici, là, result, c'est une liste. Si c'est une liste avec une book for puis un append, on peut voir assez vite que c'est quelque chose qu'on peut transformer en compréhension de liste. Donc ici, au lieu de mettre result, on va faire de la compréhension de liste où on met l'intérieur du append, c'est l'expression. Puis ensuite, la boucle for, c'est la boucle for que j'ai ici, pas besoin de la changer. Parce que tant que je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la bonne chose. Parce que là, ça va me générer la liste que j'avais en faisant ça. Donc maintenant, mon numéro au complet rentre sur une ligne. Une expression qui est parfaitement lisible. Il n'y a rien d'incompréhensible ou de pas lisible là-dedans. Après ça, on va en faire une liste dans le dernier numéro qui est un petit peu plus compliquée, mais celle-là, jusqu'à présent, ça va bien. Donc, ouais, ici, il fallait juste regarder la documentation de comment utiliser join. Donc ici, c'est le caractère de jonction point join la liste. Fait qu'il faut juste comme le savoir. Une recherche Google nous le dit assez vite. Fait que je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Ah, je pense que le chien qui jappe dehors, on le pogne sur mon micro. Je vais aller fermer ma fenêtre au complet. Ouais, c'est ça. Le join, il faut juste savoir s'en servir. Là. Mais c'est vrai qu'il n'est pas super intuitif celui-là parce que généralement, join, ça va être dans d'autres langages, ça va être plus comme la fonction globale join, une liste, un caractère ou une string. Tandis que là, c'est la string point join, parenthèse, une liste. Ouais, ceux qui m'ont envoyé des invitations, je ne les ai pas encore acceptées. Là. Je vais faire ça cet après-midi parce que ça presse pas. J'en ai juste besoin pour télécharger vos trucs et les corriger. Là. Fait que c'est pas comme si vous aviez besoin de moi qui est collaborateur tout de suite pour remettre votre travail. Ce qu'on va faire, c'est que on va juste prendre vos repos, on va essayer de les mettre ensemble. C'est sûr que c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui sont dans le Classroom, il y en a qui sont dans l'organisation, puis il y en a qui sont dans votre compte, mais on va s'arranger, c'est un peu de notre faute. Puis c'est ça, ce qu'on va faire, c'est que quand on va télécharger vos repos, ce qu'on va corriger, c'est le dernier commit qui a été fait avant la date de remise. C'est tout. Fait quoi, ça presse pas. OK. Troisième exercice. Puis cet exercice-là, il va prendre un peu plus de temps. Là. Il est un peu moins facile que les autres. Il faut y penser un petit peu plus. Celui-là se fait pas nécessairement en une seule ligne. Ouais, il pourrait se faire en une seule ligne, mais pour les biens de l'exercice, on le fera pas. Juste parce que ça ferait, faudrait rajouter d'autres fonctions, puis ce serait pas super clean. Puis ce serait probablement moins performant, en fait. Donc ici, troisième exercice, on va faire ça. Ça risque de prendre une vingtaine de minutes. Puis ensuite, on va prendre une pause, puis on va passer au dernier. Ah non, si vous n'avez pas eu de problème de création, l'histoire des collaborateurs, ça c'est pour ceux qui ont créé leur truc dans leur compte personnel à cause qu'ils n'ont jamais été capables de le créer dans Classroom. Si vous l'avez créé dans Classroom avec la manière attendue, vous n'avez aucun problème. Vous n'avez rien à faire, vous faites vos commits, vous faites vos push, puis c'est tout.
Si votre repo est dans l'organisation, vous n'êtes pas capable de m'ajouter comme collaborateur parce que vous n'avez pas les droits d'admin. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont eu ce problème-là. Encore là, quand je dis l'organisation, c'est l'organisation INF 1007-2020A qui est différent du Classroom. Il faut faire attention entre les deux, mais occupez-vous pas de ça. Votre truc, vous devez l'avoir fait dans votre compte personnel si vous n'avez pas été capable de le faire dans Classrooms avec juste la génération, tu sais, si votre projet a buggé. Mais bon. Rendu là, vous avez probablement été capable de le faire. OK, crible d'Eratosthène. Donc, moi, ce que je veux, c'est en utilisant l'algorithme qui est le crible d'Eratosthène, qui est un exercice qu'on donne quand même assez souvent en première session quand on demande aux gens de programmer d'une façon ou d'une autre, parce que ça fait travailler plusieurs choses. C'est quand même pratique. Quand je donnais INF 1005C, on donnait aussi cet exercice-là en TD de temps en temps. Ça, c'est un exercice de TD en passant. Donc, vous générez de la liste des nombres premiers jusqu'à un certain nombre. Donc, tous les nombres premiers plus petits ou égaux à limite, là, le nombre qui est passé en paramètres, en suivant cet algorithme-là. Donc, vous ne faites pas votre propre algorithme pour trouver les nombres premiers, appliquez celui-là. Fait que je vous laisse le lire. Ce que je vais faire pendant ce temps-là, je vais aller regarder si le README de tout le monde a l'air d'avoir été updaté. Oui, OK, parfait. Fait que ça s'est updaté dans vos repos. Vous voyez, ça fonctionne bien quand ça fonctionne. C'est vraiment le fun, là, le truc qu'on a sur GitHub avec les updates des repos d'étudiants. J'ai aucun crédit là-dessus. Là. C'est Émeric, un des anciens chargés dans l'autre cours de Python qui a fait ça. Mais c'est vraiment pratique qu'on l'aille. Comme vous voyez, si vous êtes en local de votre côté, vous auriez peut-être juste besoin de faire un pull pour avoir le README. Donc, n'oubliez pas de faire un pull parce que sinon, je ne vais pas updater ça automatiquement sur votre machine. Il faut que vous ayez chercher l'information sur le serveur. Donc, je vous laisse y penser un petit peu. Et voilà, ok. J'ai réussi à trouver une musique.
OK. Je pense que vous avez eu le temps d'essayer de trouver une solution. On va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble. Comme je vous dis, on ne va pas s'essayer, puis c'est pour ça que je n'ai pas mis dans les consignes de tout faire ça en une ligne. Il y aurait moyen, mais il faudrait créer des nouvelles fonctions, puis je veux pas qu'on... Il faudrait écrire du code un peu compliqué, mais on va s'en tenir à quelque chose de simple. On va commencer par le faire sans compréhension de liste. C'est encore là pour essayer d'intégrer la notion le plus possible, puis ensuite on va un peu simplifier le code. On va commencer par prendre le pseudocode que je vous donne, que dans le fond j'ai juste tiré là, de Wikipédia parce qu'il était quand même assez bien fait. Puis ça tombe que ce pseudocode-là est bien parce qu'il utilise des listes. Un pseudocode qui aurait été fait pour un autre langage, même si c'est du pseudocode, c'est pas dépendant d'un langage, mais ici, ça comme suppose que c'est facile de manipuler des listes dans le langage que vous utilisez. Ce qui est le cas en Python. Peut-être en C, ça aurait été un peu plus compliqué à manipuler, mettons. J'oublie le CTRL-C, il ne fonctionne pas dans le preview ici. OK, donc, bon, ma fonction, elle est ici. Donc, ça, c'est simple. Je sais pas, j'ai-tu... Ouais, OK, j'ai formaté ça comme du monde dans le README. Ça, c'est bon. Puis ensuite, je me dis, OK, premier est égal à liste vide. Bon, on est capable de faire ça, une liste vide, hein? Égal à une liste vide, c'est bon. Nombre, liste des entiers de 2 qui vont jusqu'à limite. Donc, limite inclus ici. Donc, c'est limite ici qui est passé en paramètre. Bon. On est capable de faire nombre égale liste vide pour i in range. Puis là, je veux partir de 2 jusqu'à limite inclus. Fait que je ferai limite plus 1. Nombre.append i. Puis ça me donnerait mon nombre. Mais bon, on a commencé à réaliser qu'on est capable de tout faire ça en compréhension de liste. Fait que je prends mon expression à l'intérieur du append ici, comme ça. Je prends mon for. Comme ça. Et voilà, j'ai ma liste de nombres. Tant que nombre est non vide. Donc, tant que nombre n'est pas vide, autrement dit, tant que la longueur de nombre, le nombre d'éléments qu'il y a dans cette liste-là est pas 0. Donc, nombre pas égal à 0. Ajouter à premier, hein, ici la liste vide qu'on s'est faite, le premier entier de nombre, autrement dit le premier élément. Fait que quand on dit ajouter, ici on veut dire ajouter à la fin, là, donc rajouter un élément dans la liste. Donc premier.append nombre 0, je prends le premier élément. Puis ensuite je dis nombre est égal à la liste des entiers de nombre, donc à la liste des entiers de cette variable-là, qui ne sont pas des multiples du premier élément. Fait que ce que je veux faire, c'est reproduire la liste que j'ai jusqu'ici, jusqu'à présent, mais en enlevant tous les multiples du premier nombre. Vous comprenez où on s'en va avec ça pour générer des nombres premiers. Là. Fait que mettons que je vais commencer par me faire, mettons, un nombre 2. Ici, ou nombre 2, égale liste vide. Là, je ferai pour in nombre. Donc, pour chaque élément qu'il y a dans nombre, l'ajouter à la liste s'il n'est pas un multiple du premier élément. Donc, si mon élément modulo le premier élément de mon nombre, autrement dit, est-ce que le résultat de la division, le reste de la division donne 0, autrement dit, est-ce que c'est un multiple, et pas égal à 0, je l'ajoute dans ma liste. Donc, nombre 2, point, append, lm. Puis ensuite, je retourne premier. Donc, return premier. Ça ici, on est probablement capable de prendre ces 4 lignes-là et de les mettre dans une seule expression avec une compréhension de liste. Comment on fait la conversion?
encore là, on prend ce qu'il y a à l'intérieur du append, donc qui est l'affaire qu'on ajoute. Ça va au début de notre compréhension de liste. Ensuite, je mets la boucle for qui contrôle le tout. Et ensuite, je mets une condition qui me permet d'ignorer ou d'inclure certains éléments seulement s'ils respectent une condition. Donc, si mon append est inclus à l'intérieur d'un if, c'est ce if-là que j'utilise comme condition d'insertion. Pourquoi on utilise nombre 2? Parce que ici, on veut, puis là ici, en fait, vous avez raison que je devrais faire nombre égale nombre 2. C'est parce que là, pendant que je fais ça, je suis en train de modifier nombre 2, mais je veux que nombre, il ne change pas. Donc, c'est juste pour ça que je le fais. Puis ensuite, je fais juste nouveau nombre est égal à nombre. Nombre 0, vous avez raison. Ici, j'ai oublié mon index. Donc ici, index nombre 0, comme ça. Donc là, une fois que j'ai ça, je vais mettre ça en commentaire, puis on va voir si ça marche. Non, j'ai un petit... Tant que... Nombre ici. Nombre directement. Puis ici, nombre 2 égale liste vide. Je mets ça en commentaire. Mais on pourrait faire ça, nombre égale lm for lm in nombre if... Oh ouais, c'est ça qu'on vient de faire, là. Ça, c'était la façon comme avec une boucle normale, puis ça, c'est la façon avec la compréhension de liste. Puis là, on se rappelle la semaine dernière, il y en a qui me disaient « Ouais, mais tu sais, il me semble qu'il faut plus y penser quand on lit de la compréhension de liste, tandis que ça, c'est plus clair. » Ici, on peut voir que ça se lit beaucoup plus rapidement que tout ça. Parce que si vous le lisez à voix haute, là, ça dit « Nombre est une liste dont chacun des éléments est cette expression-là, pour chacun des éléments dans nombre, mais seulement si cette expression-là est respectée. » Fait que vous voyez que même naturellement, ça se dit bien. Fait que maintenant qu'on fait ça, puis là, ça me donne 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, qui sont bel et bien les nombres premiers allant jusqu'à 17. Puis là, ben, mon nombre ici, il est correct. Fait que je n'ai pas vraiment besoin de faire autre chose. Fait que c'était pas mal ça pour l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Fait que si on se rappelle, l'expression, la boucle, la condition d'inclusion des éléments dans la boucle, dans la liste plutôt. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. C'est quoi la question? Non, j'attendais de voir s'il y avait des questions. Bon, je pense que ça a été assez clair. Et anyway, comme je vous dis, comme d'habitude, ça va toujours être updaté. Vous allez tout avoir ça dans l'exercice version prof dans votre repo, puis vous allez pouvoir le regarder quand vous voulez. OK. Avant de commencer le dernier, on va prendre une pause parce que ça fait déjà comme 45 minutes, même un peu plus qu'on est là. Donc, OK, on va se revoir dans un peu moins de 10 minutes. Fait que mettons à E40, on recommence. On va lire le dernier exercice. Celui-là, je vais vous laisser plus de temps pour le faire. Fait que je pourrais vous laisser du temps pendant la pause, mais une pause, c'est supposé être une pause. C'est pas supposé d'être les étudiants travaillent pendant la pause. Fait que on va lire l'exercice ensemble en revenant de la pause. Je vais vous laisser un bon 10-15 minutes pour le faire, en espérant que je suis capable de trouver 10-15 minutes de musique à vous donner, mais je pense que oui. Puis après ça, on va le faire ensemble, puis le cours va être fini. Encore là, peut-être un peu d'avance.
Donc, on se revoit dans un peu moins de 10 minutes à E40.
Alors, bonjour à tous. Avez-vous apprécié la pièce? Par curiosité, y a-t-il des Polonais dans la classe? Parce que la pièce, c'était de la compositrice polonaise Grażyna Baczewicz, qui était très populaire en Pologne au 20e siècle, donc milieu du 20e siècle, avant la guerre et un peu après la guerre, morte à la fin des années 60. C'était le concerto pour piano et orchestre, premier mouvement, interprété par la pianiste montréalaise d'origine polonaise Justyna Gabsdil, oui, qui a fait son doctorat à l'Université de Montréal, et par l'Orchestre 21 dirigé par Paolo Bellomia, qui est professeur aussi à l'Université de Montréal, professeur de direction d'orchestre, qui se tombe aussi à être mon co-superviseur de maîtrise. Donc, encore là, du talent québécois, d'origine européenne, tout ça. Donc, j'essaye le plus possible là, de faire de la musique qui vient d'ici, ou du moins qui est interprétée par des gens d'ici. OK, donc revenons maintenant à nos moutons un peu moins musicaux, mais tout aussi intéressants. Combinaison de string et de nombres. Là, l'exercice, il a l'air stupide, là, mais il est plus compliqué qu'il y en a l'air. Ce que je veux, c'est... J'ai une liste de strings. Donc ici, j'ai mis des lettres seules, mais c'est pas obligé d'être des lettres seules. Là. Ça pourrait être des mots. C'est pas important. J'ai un nombre et j'ai un autre nombre. Ce que je veux, c'est générer une liste des combinaisons de ces choses-là. Donc, par exemple, si j'ai A et B jusqu'au nombre 2, moi, ce que je veux, c'est la combinaison de A avec 1 et 2, de B avec 1 et 2. Donc, je me retrouve avec A1, B1, A2, B2. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas mal ça, c'est des combinaisons. Avec toujours la string qui vient de cette liste-là en premier, ensuite un nombre. Puis le nombre que je passe ici en deuxième paramètre, il est inclus. Puis pour ajouter une complexité par-dessus ça, ce que je fais, c'est que le troisième nombre ici, c'est que je veux ignorer les nombres qui sont un multiple de ce nombre-là. Donc ici, mon deuxième, j'ai dit encore là AB jusqu'au nombre 5. Donc c'est pour ça que j'ai A1, B1 jusqu'à A5, B5. Mais je dis ignore tous les multiples de 2. Donc les multiples de 2 entre 1 et 5, c'est bien sûr 2 et 4. Fait que ici, c'est pour ça que je n'ai pas le 2 et je n'ai pas le 4 qu'il y a là. Fait qu'il y a plusieurs choses à laquelle il faut penser. Il faut d'abord être capable de passer à travers cette liste-là pour ensuite lui ajouter ça. Puis ensuite, être capable d'aller ignorer les autres. Dans quel ordre on fait les choses, ça va dépendre de l'algorithme que vous faites. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de le faire en une seule ligne. On peut le faire. Donc, cette liste-là, on est capable de la générer en une seule ligne, en une seule expression, juste un return. Ça fait un gros return, puis on va voir que ça peut causer des problèmes de lisibilité. Fait que dans ce cas-ci, il faut être un peu plus stratégique. Mais ça peut se faire en une ligne. Essayez pas nécessairement de le faire en une ligne pour tout de suite. Faites-le juste avec des boucles normalement, même avec des deletes si vous avez besoin de le faire. Puis essayez de trouver une façon de le faire. Fait que mettons que je m'envoie ici. Moi, ce que je veux, c'est à la fin une liste de strings qui représente les combinaisons que j'ai là. Fait que je vais vous laisser, mettons, 5 minutes, juste pour commencer. Et allez-y par étapes. Mettons, exclure les nombres, on va s'occuper de ça à la fin. Commencez par juste essayer de générer les choses dans cet ordre-là. Fait que je vous laisse un petit 5-10 minutes pour faire ça.
OK, on va s'essayer. Donc, comme il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a eu en une ligne, parfait. On va commencer par le faire tout développer. Puis ensuite, à mesure, on va essayer de tout les mettre en une seule ligne. Fait que d'ailleurs, d'abord, générer une liste de nombres allant de 1 à num combinations inclus. Ou en fait, ici, on pourrait directement mettre ça dans notre boucle ici. Fait que mettons qu'on va combiner ces deux étapes-là. Puis on va mettre ça, on va les mettre ensemble. Fait que mettons pour i dans le range. Puis là, moi, ce que je veux, c'est allant de 1. Fait que je commence par 1. Jusqu'à num combinations. Mais num combinations inclus. On se rappelle ici, il faut donc faire plus 1 si on veut inclure ce nombre-là. Puis ensuite, une fois qu'on a ça, ça va faire donc pour chacun des nombres. Parce que faire attention dans quel ordre on met les choses. Hein. Ici, on voit que ce qu'on veut, c'est pour chacun des nombres. Tu sais, ici, on voit que j'ai tous les résultats pour 1 en premier, ensuite tous les résultats pour 2. Fait que ça veut dire que je commence par faire pour chacun des nombres, donc pour chacun des nombres, et ensuite pour chacune des lettres ou pour chacune des strings. Fait que c'est pour ça que ma première boucle en haut, c'est pour chacun des nombres. Puis ensuite, pour chaque string dans string, fait que mettons for string in strings, mettons. Si l'entier n'est pas un multiple de excluded multiples, donc je vais commencer par ignorer ça ici. Puis je vais juste traiter ces deux cas-là. Fait que concaténer la string et le nombre. On va commencer par... ça se peut que vous ayez des problèmes dans le test exercice si vous n'avez pas fait le reste des exercices. Il faut comme que vos tests, il faut comme que votre code soit fait pour que ça marche minimalement. Mais bref. Donc, concaténer la string et le nombre. Donc, si on regarde dans l'énoncé, ici, on met la string, ensuite le nombre. Fait que, OK, ça va. Puis, j'ajoute ça à la liste de résultats. Donc, ce serait, mettons, il faudrait que je commence par me faire une liste de résultats. Donc, result égale liste vide. Result.append. Concaténer la liste et le nombre, donc la string et le nombre. Donc ma string, c'est string ici, l'élément dans ma liste, plus le nombre. Mon nombre, c'est i ici, i que je vais convertir en string pour l'ajouter. Je vais juste les concaténer les deux comme ça. Puis ensuite, retourner le résultat. Return result. Fait que mettons que je regarde ce que ça donne. Plus non-type. String ici. Je pense que j'ai juste fait une petite erreur de syntaxe. Non-type et int. Ah, excluded multiples. Ici, c'est num combinations, bien sûr. J'ai fait le mauvais copier-coller. OK. Donc là, qu'est-ce que ça me donne? Ici, j'avais dit quand on met none, ça veut dire qu'on n'ignore rien. Fait que ça, c'est important de s'en rappeler. Fait que le premier, je dois rien ignorer. Donc, ça devrait me donner A1, B1, A2, B2. C'est en effet ce que ça me donne. Puis le deuxième, ça me donne la bonne affaire à l'exception que j'ai le 2 qui est là et j'ai le 4 qui est là. Or, je voudrais qu'il soit exclu. Fait qu'on va aller faire l'exclusion. Puis là, moi, je dis, je fais l'ajout seulement si ce n'est pas un multiple. Donc ici, mais non seulement si ce n'est pas un multiple et que le multiple en question n'est pas none. Fait que ici, j'ai comme deux conditions qui vont ensemble. Donc si ça est none, nécessairement, je ne dois rien exclure. Donc, is none. Donc, si ça est none, j'exclus rien. Autrement dit, ma condition est toujours vraie. Si ça n'est pas none, puis là, je peux faire un OR. Mon i modulo excluded multiples
pas égal à 0. Donc, moi, ce que je veux ici, c'est pas égal à 0. Autrement dit, si c'est pas un multiple de celui-là. Puis moi, je veux respecter une ou l'autre des conditions. C'est pour ça que je mets un OR. Autrement dit, si mon I, ou plutôt, si mon excluded multiples n'est pas none, ben nécessairement, ça ici, ça va être faux. Mais ça pourrait être vrai. Puis si ça ici, c'est vrai, donc is none, ben il ne va même pas rentrer dans le OR parce qu'il va me faire un court-circuit sur la condition. OK. Mettons que j'essaye avec ça. J'ai le 1, 3 et 5. Donc, j'ai ignoré 2 et 4. So far, so good. Maintenant, on va essayer de mettre ça ensemble. Fait qu'ici, ce append-là, ce for-là, puis ce if-là, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait fait tantôt. J'ai une book for dans lequel j'ai un if, puis à l'intérieur du if, j'ai un append avec une expression. Fait qu'on va convertir ça. On va mettre ça dans une liste quelconque. Là. Fait que mettons sub-result. Je me génère une liste parce que ça va générer une liste. Fait qu'est-ce que je mets dans ma liste? L'expression de mon append, ma boucle et mon if. Comme ça. Donc là, une fois que j'ai ça, j'ai plus besoin de tout ce qui est ici. Comme ça. Puis mon sub-result ici, ben, je peux juste faire result.append ou je peux juste directement mettre ça dans result.append. Ou plutôt extend. Ici, je vais ajouter une liste, fait que je vais faire plus égal. Tiens. Comme ça, plus égal. J'ai mis la condition entre la première et la deuxième book for. Attention, ça... En fait, ça revient au même. Là. Tu peux le mettre dans un ou dans l'autre. Dans ce cas-ci, ce que ça va faire, moi, ce que j'ai fait, ben, c'est juste que je passe à travers le for pour rien. Fait que c'est vrai que le if, on aurait pu le mettre ici, ça reviendrait à peu près au même. Mettons, OK. C'est une bonne question. Comme ça. Qu'est-ce que ça change à ma compréhension de liste si je fais ça comme ça? Ben, c'est que ici, si mon if, je le mets là à la place, donc comme ça, puis ensuite mon for, puis là, tout ça, maintenant, serait rendu à l'intérieur. De même. Le if que j'ai mis ici, là, il ne devrait pas apparaître tout de suite. Parce que mon if, maintenant, il est là. Donc, il n'est pas directement dans cette compréhension de liste-là. Right? OK. Fait que là, j'ai déjà une compréhension de liste. J'ai réussi à enlever des lignes. Si on regarde ces lignes-là que je mets maintenant en commentaire, elles n'existent plus. La seule ligne que j'ai... non, le if il est encore bon. La seule ligne que j'ai ici à la place de tout ce code-là, c'est result plus égal ma compréhension de liste. OK. Mais encore là, mon plus égal, qui est comme un append ou un extend, en fait, c'est un extend. J'ai un extend, j'ai ici un if, puis j'ai une book for. Fait que je vais faire la même étape que j'ai faite tantôt pour convertir ma boucle avec un if en compréhension. Ça, ce serait mon expression. Fait qu'ici, à la place de ma boucle, donc result égale. Ah ouais, vous pouvez changer dans GitHub vos notifications par courriel, là, parce que oui, c'est du gros spam. Pourquoi tu as ça? C'est parce que quand tu push sur le serveur, automatiquement, c'est l'essaye de rouler les tests. Puis probablement que tu avais des tests qui ne passent pas, donc ça dit build failed ou run failed. Fait que c'est pour ça. Mais tu peux enlever les notifications par courriel. Va regarder dans les options de ton profil.
OK, donc je prends mon expression qu'il y a ici. OK. Je prends ma boucle for qu'il y a là. Je prends mon if qu'il y a là. Comme ça. Là, vous voyez que ça commence à être long. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire plusieurs lignes pour que ce soit un peu plus lisible. Fait que mettons, un truc que je fais typiquement, ça va être quelque chose de même. Donc, mon expression pour un truc, puis là, ici, je pourrais mettre mon if là. En fait, mon if, il irait clairement ici. Ou plutôt, ouais, ici. Mon if, il va là en premier. Donc, mon premier for, celui qui était le plus haut, c'est celui-là qui va en premier. Donc, ici, mon premier for, qui est pour i dans range, c'est celui-là qui va en premier. Dans ce for-là, j'ai un if. Puis, à l'intérieur de ça, ensuite, j'ai for string and strings. Donc, comme ça. On va voir fait que là, ce que ça veut dire, c'est concatène string et i converti en string pour chaque i dans un range, si ce n'est pas un multiple que je dois exclure, pour chacune, et tout ça, pour chacun des éléments dans string. C'est en gros ce que veut dire cette grosse ligne-là. Ça, c'est juste une ligne finalement, mais je l'ai brisé en plusieurs lignes avec des retours de ligne juste pour que ce soit lisible. Fait que mettons que je commande tout le reste. Ici. Je pourrais regarder tantôt là, si tu as des problèmes sur le serveur, là, mais ça peut être plusieurs choses. OK. Fait que ça, finalement, ben, on va regarder si ça marche. J'ai probablement fait une erreur. Assez miraculeusement, non. Donc, on a bel et bien le résultat attendu. Ça a l'air que j'ai réussi à ne pas faire une faute de syntaxe nowhere. J'ai bien et bien mon A1, B1, A2, B2, qui est le premier. Puis ensuite, j'ai mon A1, B1, mon A3, B3, mon A5, B5. Autrement dit, j'ai réussi à exclure le 2 et le 4. Fait que là, juste une dernière fois, on va essayer de décortiquer ce que ça veut dire. Ça, c'était ce que j'avais avant. Ici. Non, comme ça ici. En fait, je vais enlever la compréhension de liste que j'avais là. Je vais le faire directement comme ça. OK. Ça, mettons, c'était... Ici, on va l'ajouter comme ça à la fin. Pour chaque entier dans le range, donc pour chaque entier dans le range, si ce n'est pas un multiple que je dois exclure, donc si ce n'est pas un multiple que je dois exclure, pour chacune, une fois que j'ai ça, donc pour chacun de ces nombres-là que je génère, ensuite pour chacune des strings qui est dans le tableau passant en paramètres, je génère cet élément-là qui est la string concaténée avec le nombre. Donc c'est pour ça que je dis cette expression-là pour chacun des nombres dans le range, si le nombre ne doit pas être exclu, et pour chacune des strings dans le tableau de string. Là, j'ai réussi à faire le problème au complet. Puis là, ici, je vais enlever mon append. En fait, je vais juste tout commenter ça. Et j'ai même plus besoin de la variable result. Je fais juste return de même. Et voilà. Comme ça. Fait que ça, c'était pas mal le numéro. Je sais qu'il était un petit peu plus compliqué, celui-là. Puis ça, même que si je l'ai écrit sur plusieurs lignes, là, on s'entend que c'est une ligne. Ça, c'est juste parce que j'ai mis des espaces, j'ai mis des retours de lignes puis des tabulations pour que ce soit facile à lire. Fait que quand vous avez des grosses compréhensions de liste comme ça ou des grosses expressions conditionnelles,
N'hésitez pas à les briser de façon logique en plusieurs lignes, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est pas mal plus lisible si je le mets comme ça. Fait que est-ce qu'il y a des questions? Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait. Je sais que celui-là est un petit peu plus compliqué. Fait que vous vous rappelez au dernier cours, quand je vous avais dit il y a moyen de faire des compréhensions de listes à plusieurs niveaux, ça, c'en est un exemple. Puis là, si j'essaye de rouler mes tests, tous mes tests passent. Ça, c'est toujours bien. En passant, les tests que je vous fournis, si vous les avez regardés, vous avez probablement remarqué qu'ils ne sont jamais très, très robustes. C'est parce que je ne passe pas 3 heures à écrire des tests à chaque fois que je fais des exercices pour vous. Là. Fait que vous pardonnerez si vous faites des erreurs puis ils passent à travers mes tests. Là. Pour la lecture, est-ce que c'est mieux de l'avoir en une ligne? Autrement dit, ou plutôt, est-ce que c'est mieux ça que ça? Pour la compilation, pour le code, ça ne change absolument rien. Des retours de ligne, des espaces, ça ne veut rien dire. Pour la lecture, ça commence à être dur à lire. Ça commence à être dur à lire parce que j'ai plus que genre 2 niveaux, j'ai plus que 3 choses à regarder en même temps. Quand j'ai une compréhension de liste comme ça, c'est facile à lire parce que c'est une expression, une boucle, une condition. C'est facile à lire. Même si la boucle ici est un peu compliquée puis la condition est un peu compliquée, en fait, ici, si votre condition est un peu compliquée, vous pouvez la convertir en fonction. C'est ce qu'on va voir au prochain cours. Des fois, pour améliorer la lisibilité, c'est mieux de mettre des fonctions plutôt que d'avoir des très longues lignes ou de mettre des commentaires. Ça, c'est correct. Ça, vous n'avez pas besoin de briser ça sur plusieurs lignes puis de le rendre plus lisible. C'est très lisible de même. Ça, le problème, c'est que j'ai plusieurs niveaux de for, puis ça commence à être dur à lire. Fait que ça, je vous dirais, ici, c'est clairement la meilleure solution. Est-ce que c'est la façon standard? Malheureusement, il n'y a pas de standard de formatage en Python, de style de codage qui dit comment briser une compréhension de liste de façon lisible. Il n'y a pas une façon standard de le faire. Ça, c'est la façon que je trouve qui est quand même assez lisible. Mais bon, vous pourriez modifier un peu ce concept-là du moment que c'est lisible. Fait que oui, pour la lecture, le faire ici dans les 5 lignes visibles, c'est clairement la meilleure solution. Ah, tu veux dire, est-ce que ça, avec une compréhension de liste, c'est meilleur que ça? C'est plus pythonique. Donc, il y a comme moins de chances de se tromper. C'est plus facile à dicter. Ça, c'est plus facile à dicter que de l'avoir au long avec un append. Autrement dit, mettons que je peux juste dire que c'est ma liste, c'est chaque élément est cette expression-là pour chaque élément dans le nombre, mais seulement si le nombre respecte la condition. Je suis capable de le lire de gauche à droite en français, puis ça a du sens. Ça fait une phrase. C'est pour ça qu'on préfère la compréhension de liste. C'est plus pythonique, puis ça fait que quand on la lit, ça fait comme une phrase. Tandis que ça fait plus comme un algorithme. Fait que oui, je vous dirais que ça, c'est une meilleure idée que ça. Du moins en Python, parce que le Python a la compréhension de liste. J'espère que ça a bien répondu à la question. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, moi j'ai fini. Là. Comme je vous dis, le cours aujourd'hui, il ne va pas être long. Je pense que l'exercice qu'on a fait ici avec une compréhension de liste à 2 niveaux, avec une condition au milieu, c'était un bon exercice. Comment est la salle de bain? Elle n'est toujours pas finie. Non, c'est pas vrai. Ils sont en train de la peinturer en ce moment, donner la dernière couche, mais ouais, ça fait 2 semaines et demie que ça dure. Je suis découragé. L'affaire, c'est que ce qu'ils voulaient faire, c'était mettre une couche de rose
puis ensuite mettre une couche de blanc par-dessus, parce que j'imagine que tout ce qu'il y avait, c'était de la peinture rose puis de la peinture blanche. Mais tu sais, si tu mets une couche de rose puis tu mets une couche de blanc par-dessus, ce que ça va faire, ça va être un rose très très pâle, ce qui est très acceptable. Mais là, l'affaire, c'est qu'il a juste mis la couche de rose il y a comme 4 jours. Puis là, aujourd'hui, il vient mettre la couche de blanc. Fait que moi, ça fait 4 jours que ma salle de bain, là, elle est rose princesse. Là. Mais quand je vous dis qu'elle est rose, là, c'est genre color source. Je vous le dis, là, elle est genre rose de même, là. Ça, c'est genre la couleur de ma salle de bain en ce moment, là. Ça fait 4 jours que je vis là-dedans, là. Je suis en train de virer fou, là. C'est agressant comme couleur, là. Fait que bref. Mais là, il va mettre une couche de blanc par-dessus, fait que ça va probablement juste devenir un rose très très pâle, ce qui est bien correct. Ça me dérange pas d'avoir une salle de bain un petit peu rose. Ah, mais je sais pas qu'est-ce qui passe dans sa tête, là. Bref. OK. Donc, sur ce, moi, j'ai plus rien à dire, puis les exercices sont finis. Ce que je vais faire, c'est ce que je fais d'habitude. Donc, ici, je vais juste rajouter quelques commentaires. Ici, je vais essayer de vous commenter dans le dernier exercice les différentes étapes de conversion de boucle à compréhension de liste. Donc ici, compréhension de liste intermédiaire, mettons. Tout ça en commentaire. Je prends tout ça, je vais mettre ça dans exercice version prof. In class answers. Et je vais aller updater tous vos repos avec ça. Push. Assurer que tout est updaté. Added in class answers dans l'exercice version prof, c'est bon. Update student repos. Et voilà, votre exercice version prof va bientôt être mis à jour. Et c'est ça. Donc, quand je vous dis le cours a été pas très long aujourd'hui, j'espère que ça vous a pas dérangé. En fait, j'imagine que ça ne vous dérange pas, ça fait que ça vous fait quelques minutes de plus dans votre journée. Et sur ce, on se revoit la prochaine fois. Donc, à jeudi tout le monde où on va continuer le chapitre 6.